L'avantage de la géothermie pour l'hôpital général, c'est une source de chaleur gratuite. C'est de l'énergie solaire qui a été accumulée au fil des ans dans le sol. C'est un gros réservoir d'énergie. En faisant des forages, ça nous permet d'avoir accès à ce réservoir d'énergie-là, puis s'en servir pour chauffer le bâtiment. Puis quand on est rendu en été, là, on s'en sert comme puits pour aller rejeter la chaleur qui est évacuée de l'hôpital, puisqu'en été, c'est des besoins de climatisation. De plus en plus, on voit ça dans les bâtiments institutionnels, dans les hôpitaux, dans les écoles, les CHSLD. C'est quelque chose qui est de plus en plus répandu, puis avec les principes de développement durable aujourd'hui, on ne peut pas vraiment passer à côté. Ici, on a loué une série de clôtures, puis on a clôturé complètement le chantier. Donc ça, c'est la première étape. On ne peut pas laisser les gens rentrer sur le chantier, c'est trop important. Ensuite, c'est toujours les mesures habituelles, donc les protections pour les oreilles, le casque, puis les bottes de chantier. L'autre étape, c'est ça, c'est comme ici, on est en milieu urbain, donc c'est vraiment de contrôler le bruit qui peut déranger les voisins. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé des palissades de plywood, c'est un espèce de sandwich de plywood avec un panneau sonopane à l'intérieur pour essayer d'éviter que le bruit se propage. En plus, ce qu'on a fait, c'est qu'on loue des compresseurs insonorisés. Ça nous permettait de réduire de beaucoup le bruit qui était causé par les foreuses. L'autre chose qu'on fait, c'est que du côté est, il y a des maisons qui sont vraiment proches. Et là, on a mis vraiment un échafaudage qu'on a monté pour essayer d'aller chercher un peu plus de hauteur, puis qu'on a couvert avec des plywood en face. Ici, la particularité de l'hôpital général, c'est que c'est un site historique. Donc, en dessous du stationnement, il y a des fondations de vieilles maisons. Et puis, il a fallu commencer par faire des recherches archéologiques pour voir si nos forages n'allaient pas endommager ou n'allaient pas perturber ou n'allaient pas démolir d'une quelconque façon un site historique. On vient de commencer les forages, ça fait à peu près une semaine. La foreuse, dans le fond, on a tendance à croire que c'est comme une perceuse électrique. C'est pas ça, c'est vraiment une tête de forage. C'est des boutons de carbure qu'il y a en dessous, donc c'est un matériau qui est extrêmement dur. La foreuse applique une pression sur la tête de forage, puis en tournant lentement, ça désagrège le roc. Donc au fur et à mesure que ça tourne, tout le roc se broie, il est broyé vraiment en poussière. Puis par l'intérieur de la tige de forage, les compresseurs injectent de l'air comprimé avec un petit peu d'eau. Ça permet de faire ressortir tout le matériel qui est broyé à l'extérieur. Ça remonte par l'extérieur de la tige de forage. Ça, c'est les bouts de forage qu'on appelle qui remontent. Donc cette boue-là est acheminée vers les égouts pluviaux de la ville. Et évidemment, on ne peut pas renvoyer ça directement dans l'égout. On fait des barrages. Tout le matériel solide a le temps de décanter. Puis en bout de ligne, juste avant d'arriver au pluvial, on installe des balles de foin qui fait la filtration finale. Donc ce qui s'en va au pluvial, c'est sûr, c'est une eau qui est pas limpide, qui est grise, mais qui est essentiellement liquide. Les foreuses, dans le fond, une machine peut forer environ 500 pieds par jour. Ici, c'est des forages de 750 pieds, donc chaque foreuse fait un puits en un jour et demi. Donc il y a deux machines qui sont actuellement au chantier. On peut dire qu'on fore en moyenne 1000 pieds par jour, donc 5000 pieds par semaine. Un coup qu'un puits est terminé, ce qui est important, c'est de descendre la boucle assez rapidement dans le puits pour empêcher que par des mouvements de sol que le forage, que le puits qu'on vient de faire qui s'obstrue. À tous les 10 pieds, on met ce qu'on appelle une géoclip. Donc c'est un petit dispositif en plastique qui permet d'écarter les tuyaux au maximum. Les études qui ont été faites qui prouvent que le fait que les deux tuyaux soient le plus espacés possible entre eux, ça aide à maximiser la performance de l'échangeur. Donc on pourrait gagner, là, selon les études, entre 10 et 15 % d'efficacité au niveau de l'échange thermique. Donc avant de remplir le puits, il faut s'assurer que les tuyaux sont étanches. Les tuyaux, c'est un seul morceau qui descend jusqu'en bas, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de fusion dessus. Dans le fond complètement, il y a deux coudes qui permettent de faire le U.
Donc là, il y a 4 fusions en tout, puis ensuite ça remonte en haut. Fait que s'il y a une fuite possible, bien, ce serait vraiment dans le fond. Donc avant de remplir le forage complètement, il faut s'assurer que le puits est étanche. On rajoute de l'air comprimé dans la boucle. On fait un test à l'air, on monte la pression, puis on vient vérifier là, après un certain temps là, que la pression est maintenue. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est le remplissage des puits. Il y a seulement une nappe phréatique, puis la nappe est à peu près à 400 pieds. Donc, à partir du fond du forage jusqu'à les 400 premiers pieds, ce qu'on utilise, c'est du sable de silice. On a un rapport d'un hydrogéologue qui nous permet d'utiliser ce matériau-là, puis ça a des effets bénéfiques là, pour la performance de l'échangeur. Le reste du forage, donc de 400 jusqu'à la surface, donc c'est les 350 pieds suivants, c'est rempli comme la norme précise avec de la bentonite. C'est le raccordement horizontal des puits. Il faut raccorder tous les puits ensemble, puis ramener la tuyauterie souterraine à la centrale thermique. Il y a 5 tranchées en tout, 3 sur le palier inférieur. La première qui arrive ici, la deuxième qui arrive là, la troisième au fond. Tous les tuyaux passent. Ici, on est à environ 4 pieds de profondeur. On contourne le poteau jaune là-bas, puis on monte le long du bâtiment jusqu'à la centrale thermique. On met un lit de sable dans le fond pour éviter que les tuyaux soient appuyés sur des roches ou qu'ils soient endommagés. Là. Avant de déposer les tuyaux dans le fond de la tranchée, c'est important de s'assurer d'avoir la bonne épaisseur de sable partout au fond de la tranchée. Pour ça, on utilise un niveau laser avec une canne télémètre avec référence sonore qui est reliée au niveau laser. Avec ça, bien, on s'assure d'avoir la bonne épaisseur de sable puis les bonnes pentes au centimètre près. Ensuite, on coupe le tuyau d'acier. Ensuite, on coupe les 2 tuyaux de polyéthylène, les 2 tuyaux de géothermie. On installe toute la tuyauterie, on la couche sur le lit de sable. On soude, on fusionne des coudes sur ces 2 tuyaux-là pour s'en aller ensuite à l'horizontale. Puis ensuite, là, ce qui est important aussi, avant de remblayer et de renterrer ça, c'est de faire un test de pression pour s'assurer que nos soudures qu'on a faites, qu'ils tiennent. On met de l'air comprimé à l'intérieur des tuyaux, on fait un test de pression. Il dure 24 heures. Si le test est bon, bien, on remplit la tranchée. On remet du sable par-dessus les tuyaux. Pour éviter de perdre la chaleur, on a mis des panneaux isolants par-dessus la tuyauterie. Puis ensuite, bien, c'est de compléter le remplissage avec le matériel qu'on a excavé. Bon, là, on a fini tous les forages, on a fini le passage de tuyauterie horizontale dans les tranchées, puis le remblayage, puis la compaction là, de tout le stationnement. Fait qu'on a pu refaire le pavage du stationnement, toutes les lignes, puis redonner accès au stationnement à l'hôpital. C'est une source quand même importante de revenus. C'est une centaine de places avec les deux paliers qu'on a pu redonner. Puis nous, parallèlement à ça, on peut continuer les travaux de passage de tuyauterie dans les tranchées principales pour amener ça jusque dans la centrale thermique.
Là, on est rendu à l'étape de faire la jonction entre la centrale thermique puis le champ de géothermie. Fait qu'on a 13 tuyaux qui alimentent les 13 groupes de puits. Ces 13 tuyaux-là, il faut les ramener dans la centrale thermique. Fait qu'on fait une tranchée entre les stationnements, qui est le champ de géothermie, puis la centrale thermique. C'est une tranchée qui fait à peu près 6 pieds de profond pour éviter le gel. Une difficulté, c'est que le terrain est en pente. Il y a des puiseurs à éviter, il y a des tuyaux de drainage à éviter. Il y a 2 rangées de 13 tuyaux de 2 pouces qui arrivent à la centrale thermique. Fait qu'il faut faire 26 percements en tout, là, en deux rangées. Fait que 2 rangées de 13 percements. Puis les tuyaux sont entrés dans la centrale thermique par ces trous-là. Pour éviter qu'il y ait des infiltrations d'eau, il faut sceller l'interstice entre les tuyaux et la fondation. Le bassin pour remplir, pour mettre la pompe, on remplit de glycol. On injecte par la pompe environ 60 gallons à minute qu'on circule dans les loupes. Tu as l'entrée et la sortie. Ça suit le parcours. Ça passe dans les 3 puits. L'air revient avec l'eau. C'est rempli de glycol. L'eau et l'air qu'il y a dans les loupes ressortent par ici. Lorsque le glycol arrive ici, ça devient rose. L'air sort, ça devient rose. On ferme les valves. Comme ça, le système est plein de glycol, il ne reste plus d'eau. Ensuite, on change de ligne et on suit le même procédé à toutes les lignes, des puits, les 13 lignes de puits. Le système va être en opération. La dernière étape consistera à connecter le réseau d'alimentation glycol dans la salle mécanique de l'hôpital avec le système de climatisation et de chauffage. On pourra alors enfin profiter totalement du nouveau système géothermique. Les économies d'énergie et la récupération de chaleur pourront alors commencer pour toute la durée de vie de l'Hôpital général de Montréal.